Bonjour, je m'appelle Florence et je m'intéresse au parcours de l'athlète Lynn Tremblay. Dans sa catégorie, c'est la deuxième meilleure tireuse à la carabine au monde. À cause de la pandémie, les Jeux paralympiques sont reportés en 2021. De quoi va être faite cette année? C'est ce que je vous invite à découvrir avec moi à chaque semaine dans Olympique Prise 2. Bon, mais aujourd'hui, on a un invité très spécial. C'est un ami à toi. Est-ce que tu peux nous le présenter? Ah oui, aujourd'hui, je vous présente, tu l'as dit, hein, mon ami Carl. Mon ami Carl, ça, c'est, tu sais, quand j'ai le goût de rire, je l'appelle. Quand j'ai le goût de pleurer, je l'appelle. Quand je suis en Moses, je l'appelle. Et puis, quand j'ai envie de me défouler, je l'appelle. Ça, c'est mon ami Carl. Puis, je dirais que Carl, ce qui fait en sorte que Carl m'inspire beaucoup, c'est que Carl, c'est un des hommes que je connais qui a le plus de résilience. C'est quelqu'un qui est très déterminé et c'est quelqu'un qui est extrêmement persévérant. Alors, je vous présente, et Carl fait partie, comme moi, de l'équipe nationale de tir à la carabine. Alors, je vous présente mon ami Carl. Girard, son nom de famille. Bonjour, Carl. Bonjour, Florence. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui a causé votre condition de personne avec un handicap? En 2007, j'ai subi un accident de vélo de montagne. Lors d'une compétition, j'ai fait une mauvaise chute. Puis j'ai eu une luxation des vertèbres 6 et 7, ce qui a causé une tétraplégie, là, une perte de fonction des mains, des triceps et des pectoraux, tout en bas des pectoraux, les jambes inclus. Et qu'est-ce qui vous a amené au tir à la carabine? J'ai participé à un autre, quand j'ai eu mon accident, j'ai fait un autre sport paralympique qui est le rugby en fauteuil roulant. Et là, je me suis blessé après quelques années. Et il y a un de mes amis qui m'a dit, Carl, tu devrais essayer le tir à carabine. Et moi, cet ami-là, je le respecte beaucoup. Donc, ni un ni deux, j'ai essayé le tir à carabine. Et vu que j'ai toujours eu un côté sportif, athlète même, le tir à carabine m'a vraiment intéressé, là. Ça a été un coup de cœur, qu'on pourrait dire. Et dans quelle catégorie vous êtes? Exactement la même catégorie que Lynn, c'est-à-dire SH2, avec des adaptations un petit peu spéciales. Là, étant donné que je ne suis pas capable de supporter la carabine, j'ai un ressort avec une tension spéciale, avec une table de tir. Je crois que la vidéo de Lynn vous informe sur le type d'adaptation qu'on a droit. Exactement les mêmes adaptations que Lynn. OK. Et en plus, Carl, au niveau de sa carabine, il y a beaucoup plus d'adaptation que ma carabine à moi, là. OK. Oui. Parce que je suis moins bon. C'est pas vrai. C'est quoi les défis que votre handicap vous pousse à relever en tant que tireur d'élite? Je dirais que le premier défi de tout, c'est l'isolement. Je vais m'expliquer parce que l'isolement, mais dans le sens que, comme ici au Canada, on n'est pas beaucoup de tireurs. Donc, quand on fait des compétitions, souvent, on est 1, 2, 3 tireurs avec des valides qu'on appelle, les gens, on va dire normaux, mais ça fait qu'on n'a pas de finale, on ne peut pas participer à des finales, il y a des compétitions mixtes à laquelle on ne peut pas participer. Donc, ça nous met un petit peu à l'écart du groupe. Ça, c'est une des préoccupations. Okay. Ensuite, comme défi, je dirais que ça prend beaucoup de débrouillardise. Débrouillardise pour l'équipement, débrouillardise pour l'adaptation, parce que dans notre sport, à part le ressort qui est vendu, tout le reste, on doit tout faire par nous-mêmes. Donc, ça nous prend une équipe de patenteux autour de nous autres. Et aussi, un autre facteur qui est super important, c'est le facteur financier. Parce que nous, quand on part en compétition, on doit avoir un accompagnateur et tout l'aspect financier, c'est nous qui l'assumons. Là. Il n'y a aucune subvention pour ça. C'est vraiment particulier à notre discipline. OK. Et comment vous vous motivez en ces temps de pandémie?
Ah, ces temps de pandémie, comment je me motive? J'ai tout changé la lumière dans mon sous-sol. Ensuite, je dirais que ce temps-ci, c'est moi, qu'est-ce que je fais? C'est que je repasse chaque détail du tir. Et je me demande comment je peux les améliorer. Je me demande également si je fais les bonnes choses. Et je prends beaucoup de temps pour m'informer. Alors, c'est la façon que je me tiens motivé dans ce temps-ci, étant donné qu'il n'y a pas de compétition. On a moins d'encadrement aussi. Donc, je me concentre vraiment sur chacun des détails. Pas si c'est bien fait, mais plus si je pouvais l'améliorer. Surtout aussi de quelle façon je l'entraîne. J'essaie des nouvelles méthodes d'entraînement. C'est un petit peu comme ça que je me tiens motivé ce temps-ci, ouais. En lien avec votre vécu, vous avez développé une résilience exceptionnelle, comme le disait Lynn tantôt. Et comme vous entraînez les athlètes qui ont des lourds handicaps, je me demande si la résilience, ça se transmet. Ben, ça dépend. La résilience, c'est la capacité d'adaptation. Moi, je pense que tous les êtres humains ont la capacité d'adaptation. Où ça fait une différence, c'est dans le goût, le goût de s'améliorer, puis le désir de bien faire les choses. C'est là que ça change. C'est là, je pense, qu'il y a la différence entre un athlète et un participant. Tu sais. Quelqu'un qui fait de l'activité, qui participe à une activité, et un athlète, c'est vraiment dans le goût du détail, parce que les généralités sont quand même faciles à apprendre, là, soit en tir ou en n'importe quoi, en vélo, à rame. Les généralités, ça s'apprend bien. Mais là où vient la différence, c'est dans les détails, tous les détails et la volonté de s'améliorer dans ces détails-là. Est-ce que c'est de la résilience ou vraiment le goût de s'améliorer? Parce qu'il y a des athlètes qui ne sont pas handicapés, il y a des athlètes handicapés. Et je pense que le tronc commun de toutes ces personnes-là, c'est le goût d'améliorer les détails et aussi le goût de s'entraîner de la bonne façon. Ça, c'est tout un point. Vous avez eu 2 fils avant votre accident. Le fait de vivre avec un père qui a un handicap, ça a apporté quelle valeur à vos enfants? Moi, je pense qu'ils sont maintenant vraiment plus beaux que tous les autres enfants de toute la Terre. Ça les a rendus vraiment très, très beaux. Ensuite, au niveau de la responsabilité, les enfants sont plus responsables parce que chez moi, les enfants se font à manger depuis très, très longtemps. Ils se promènent avec des couteaux de cuisine pour couper des légumes là, depuis très longtemps. La DPJ ne serait pas très fière de moi. Là. Ensuite, une autre affaire qu'ils ont aussi, c'est l'ouverture d'esprit et aussi la reconnaissance, je pense. Ils sont reconnaissants. Tu sais, on ne fait pas beaucoup d'activités, mais les activités qu'on fait, ben, ils sont reconnaissants tout le temps. Ils savent, pas qu'ils savent l'effort que ça prend, mais il n'y en a pas beaucoup, mais ils sont reconnaissants en général. Et une affaire également qui est super intéressante, c'est, tantôt on parlait de résilience, on parlait d'adaptation, mais c'est moi par rapport à mes enfants aussi. Le fait d'être un père un peu différent m'a amené à me questionner beaucoup sur mon rôle de père, puis j'allais faire mon rôle de père. Et résilience, adaptation, je me suis adapté et le fait d'essayer de m'adapter tout le temps à eux fait en sorte que, ouais, ça fait des enfants différents. En tout cas, ça fait des enfants que j'écoute et qui ont le goût de s'exprimer. Fait que déjà là, c'est beaucoup. Le sport prend une grande place dans votre vie, mais vous avez un emploi aussi? Oui, ça fait maintenant, depuis cette année, 22 ans que je travaille pour le Service correctionnel du Canada. Je travaillais avant mon accident en tant qu'agent correctionnel et ils ont été super fins. Ils m'ont gardé même après mon accident pour, au début, des postes plus administratifs, mais je suis retourné en établissement.
c'est là que je suis le plus efficace. Je travaille encore avec des détenus, là, un travail que j'aime bien d'ailleurs. Ouais. Tout comme Lynn, j'imagine que pour vous, les passions sont essentielles. Absolument. Passionné comme Lynn, même Lynn un peu plus que moi, là. C'est mon idole en tant que passion, là, vraiment. Là. Quand je manque de passion, je pense à Lynn. Ça apparaît. Mais passionné, mais c'est pas passionné de la pratique. Comme je disais tantôt, être athlète, c'est pas nécessairement passionné de la pratique parce que plusieurs personnes vont être passionnées du vélo, vont être passionnées de faire du kayak, vont être passionnées du ski alpin. Mais là, la différence qu'il y a, où c'est super intéressant, c'est vraiment la passion de l'amélioration, de la progression. C'est de chercher constamment comment améliorer les choses, comment progresser et vraiment de quitter les généralités pour tomber dans les détails, pas pour tomber dans les détails, pour s'intéresser aux détails. C'est là, je pense, qu'il y a la distinction entre une passionnée comme Lynn et comme moi, entre nous deux et le reste. Lynn, on est à part. Vous savez, quand on n'a pas d'handicap, on ne peut pas s'imaginer tout ce que la vie de tous les jours peut vous amener comme défi. Alors, pour mieux comprendre votre réalité, on va jouer à « Je me souviens ». Donc, dans le fond, c'est simple. Vous complétez ma phrase avec un souvenir. La première personne à lever sa main peut répondre en premier. OK. Y a-t-il quelque chose à gagner, Florence? Non, désolée. Nous autres, on fonctionne qu'il y a quelque chose à gagner, hein, Carl? Alors, merci de m'avoir reçu. C'est ici que je termine. Un enfant m'a déjà dit. Moi. Comme vous le savez, par procuration, j'ai eu la chance d'éduquer 2 super filles. Puis notre plus jeune, Élise, elle aimait pas ça marcher quand elle était jeune, mais on allait souvent prendre des marches avec elle. Puis souvent, elle se retrouvait assise sur mes genoux. Et à un moment donné, elle marchait à côté de moi, puis elle me regarde, puis elle dit « Ah, toi, t'es tellement chanceuse. T'es toujours assis. » Elle m'avait répondu ça. Elle était toute petite, là, elle devait avoir 5 ans. Oui, moi aussi, on m'a déjà dit, un enfant m'a déjà dit, hein, il se promène avec sa chaise tout le temps. Mon autre question pour vous, c'est il y a une chose qui me fait sacrer à tout coup, c'est. C'est Carl qui est le en premier. Alors, moi, c'est les stationnements. Les stationnements. Aller porter un enfant à l'école n'est pas un handicap. Attendre après quelqu'un n'est pas un handicap. Fait qu'on ne peut pas utiliser les stationnements pour fauteuil pour attendre quelqu'un, déposer quelqu'un. Alors ça, c'est un irritant. Moi, je les appelle les juste pour 2 minutes. Ah. C'est ça, juste pour 2 minutes. Moi, ce qui me fâche vraiment, là, c'est me faire parquer, me faire stationner. Parce que, tu sais, quand on va voir, mettons, un spectacle ou quand on va voir, je ne sais pas moi, un événement de sport ou quelque chose, ils nous stationnent en quelque part, puis on ne peut pas choisir notre place. Ça, moi, là, ça me rend folle. Mon autre question, c'est si j'ai un rendez-vous à l'extérieur de chez moi à 9 h et que le trajet pour m'y rendre prend une demi-heure, à quelle heure je dois me lever? Vas-y, Carl. Ben moi, je ne me coucherai pas. 9 heures, je trouve ça chier, là, vraiment. Là. Ben, à moins qu'on s'habille la veille, tu sais. Ah, ouais. Ça nous donne une chance un peu. Non, mais je vais simplement annuler le rendez-vous.
C'est bon, c'est bon. Non, mais sérieusement, je vais me lever à... Attends, le rendez-vous est à 9 heures. Il y a combien de temps de route déjà? Une demi-heure y aller. Alors, à 8h30. Je vais me lever vers 6h. Ouais, c'est à peu près ça, hein? 5h30, 5h30, ouais, 5h30, 6h. 6h, ouais. Ouais. La situation la plus inusitée à laquelle j'ai été confrontée. Carl, tu avais levé la main en premier. Alors, oui, un jour, les enfants, on était tous les trois au Jean Coutu, pour ne pas le nommer. J'étais à l'extérieur, fait que les garçons étaient à l'intérieur. J'attendais. Dehors, là, j'étais assis, c'est sûr. Et, à côté de la porte, il y a quelqu'un qui est sorti en vitesse. Il m'a regardé, il m'a donné 5 piastres, puis il a continué. Je n'en revenais pas, j'ai même pas eu le temps de le remercier. Oh, c'était parfait ce moment-là. Alors, quelqu'un m'a donné 5 piastres en pensant que je ramassais de l'argent. C'est très drôle. Ah, moi, il est arrivé plusieurs. Là, moi, je pense que c'est d'avoir été prisonnière de plusieurs choses ou bien d'avoir été oubliée. Moi, j'ai été, mettons, prisonnière d'ascenseur, d'autobus, de salle de bain. J'ai été prisonnière dans un train, dans un stationnement souterrain. On m'a même oublié suspendue après une corde d'escalade. d'escalade. Fait que moi, c'est ça, c'est d'avoir été oubliée ou prisonnière de plein de situations. Merci beaucoup, Carl. Je pensais pas rire autant aujourd'hui. Je pense qu'on va vous réinviter pour d'autres podcasts parce que vous êtes vraiment très drôle. Ben, merci, ça va me faire plaisir. Bye! Bye! Salut, Carl! Lynn, de quoi on va parler dans notre prochain podcast? Ben écoute, Florence, je vais dire la vérité, je le sais pas. Parce que là, écoute, je m'en vais en vacances la semaine prochaine. Je m'en vais aller l'eau coudre. Et peut-être qu'il va m'arriver des petites aventures, mais pour le prochain podcast, je vous réserve, je ne veux pas vous donner de scoop, mais ça se peut qu'on parle de stress, ça se peut qu'on parle de cerveau, ça se peut qu'on parle de blessures sportives. On va voir ça la prochaine fois. Parfait. Bon, bonne semaine à l'île aux coudres. Eh bien, merci, Florence. Bye! Bye! Lynn et Cam ont peut-être perdu l'usage de leurs jambes, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils n'ont pas perdu leur sens de l'humour. Bonne semaine. Bye! Et merci à vous, curieux public, avis de découverte, vous qui aurez sûrement la gentillesse de liker notre publication, de partager et de vous abonner à notre chaîne YouTube.